Oui, écoutez, moi je m'appelle Régis Aubry, je suis médecin au CHU de Besançon, responsable maintenant d'un pôle qui travaille sur la question des vulnérabilités, conscient d'ailleurs que la médecine contribue à générer ou à maintenir des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà, j'enseigne l'éthique clinique, je suis membre du comité consultatif national d'éthique, je dirige une équipe de recherche qui travaille sur les questions éthiques générées par les avancées de la médecine. Ce sont des lieux où une grande partie des personnes qui y vivent, puisque ce sont des lieux de vie, sont des personnes qui n'auraient pas souhaité vivre leur fin de vie, puisqu'il s'agit bien de la fin de l'existence, souvent, de ces personnes dans ces lieux. Ce sont donc des lieux qui sont rarement choisis, ils le sont parfois, mais ils sont rarement choisis. Ce sont des lieux où l'on concentre entre elles des personnes du fait de leur âge, du fait souvent d'une impossibilité de pouvoir poursuivre leur existence dans leur lieu de vie antérieur, souvent le domicile, avec, et c'est un fait marquant ces 10-20 dernières années, une augmentation des personnes qui présentent une altération de leur indépendance, c'est-à-dire elles ont besoin d'autrui pour pouvoir réaliser des gestes courants, et puis de plus en plus de personnes qui ont une altération de ce que l'on appelle leur autonomie psychique, c'est-à-dire leur capacité à décider pour elles-mêmes. Et finalement, un des enjeux non explicitement dit de ces structures, ce sont des lieux où il s'agit de maintenir le sens d'une existence qui n'est plus tout à fait la même, ni tout à fait une autre, avec ce paradoxe que l'on concentre des vies qui se terminent et qui sont des vies singulières dans un champ très collectif. Donc de mon point de vue, il y a quelque chose de très compliqué dans ces lieux qui sont des lieux de vie, où finalement les personnes qui y vivent sont des personnes qui majoritairement sont des personnes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'accompagnement, mais je dirais surtout, et c'est peut-être la fonction la plus importante, qui ont besoin de reconnaissance en tant que sujet singulier, en tant que personne, dont la vie a une valeur, a un sens. Et c'est un peu toute la fonction non explicitement dite de ces établissements dits médico-sociaux, de contribuer à faire en sorte que la fin de la vie soit de la vie, et qu'on puisse y permettre une vie singulière, alors qu'on est dans un territoire collectif. Alors, je vous avoue que je n'aime pas le mot de prise en charge parce que finalement ça exclut le principal intéressé et on décide pour lui. Et un des enjeux précisément, de mon point de vue, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais de ces établissements, c'est plutôt celui de l'accompagnement et des soins qui sont générés par l'état de santé, souvent défaillant de ces personnes, qui allient parfois des problèmes de santé, au sens sanitaire du mot, mais des problèmes des problèmes de dépendance ou de perte d'autonomie. Et la question, non pas de la prise en charge, mais de l'accompagnement de ces personnes, est comment maintenir, restaurer, éviter la perte du sens et de la qualité de ce que vivre veut dire pour ces personnes. Ça veut dire que globalement, le soin n'est pas à regarder comme on le regarde, je suis médecin, du point de vue du médecin. Je suis médecin hospitalier, je pense que le soin tel qu'on l'entend dans un monde sanitaire n'est pas transposable avec le soin tel qu'il devrait être pensé dans ces structures qui sont des lieux de vie.
je le dis un peu différemment, si elles étaient laissées à elles-mêmes, ces personnes ne pourraient pas vivre seules dans le lieu où elles ont donc besoin d'autrui pour pouvoir vivre. Mais elles sont chez elles. Elles vivent dans un lieu privatif, un lieu. Elles ont une vie privée. Et d'ailleurs, c'est aussi une forme de tension, parce qu'il y a ce site particulier de la vie privée, c'est que précisément, elle est privée, elle ne peut pas être publique. Et pourtant, cette vie privée se déroule dans un lieu où il y a des interactions avec d'autres résidents, avec des professionnels de l'accompagnement, des professionnels du soin, avec des familles. Mais je le répète, la question, pour moi, est la question d'un soin pensé au travers du prisme, du respect, de la personne en situation de vulnérabilité. Donc ça n'est pas réductible à des traitements, qui plus est à des traitements médicamenteux, à des techniques. Il y a une dimension sociale du soin, à mon avis, qui est très prégnante dans ces établissements. Il y a une dimension sociale marquée par la question suivante, qu'est-ce qui peut être fait pour que cette personne qui a une altération de ses capacités restantes, voire de son autonomie, se sente être un homme au sens générique, et pas au sens genré, mais un homme ou une femme qui existe et dont la vie a du sens. Et ça amplifie complètement le sens de ce que soigner veut dire. On voit bien que pour les professionnels, pour les proches, la famille, pour les résidents, il y a lieu de penser, à mon avis, cette question très existentielle de ce que vivre et se soigner veut dire à la fin de son existence, quand on est âgé, avec des perturbations de son autonomie et de son indépendance. Il y a donc lieu, de mon point de vue, de considérer ces lieux, ou il y aurait lieu de considérer ces lieux comme des hauts lieux de la créativité, de l'inventivité, de l'adaptation au sujet, et non pas comme des lieux où on applique des traitements, des techniques et des soins. Je pense en particulier, en vous disant cela, à toutes ces personnes qui ont une altération de leur capacité cognitive, qui ont des troubles cognitifs, modérés, parfois sévères, où on sait que, par exemple, la dimension sensorielle est beaucoup plus importante, elle perdure, elle est parfois révélée par ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. Et du coup, il y a lieu d'inventer une forme de communication via la sensorialité de ces personnes qui m'apparaît être un enjeu majeur, par exemple, de ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement. Mais l'accompagnement, c'est pas uniquement faire. C'est pas uniquement dire ou faire, c'est écouter et accompagner quelqu'un. Ça peut mettre en difficulté des professionnels du champ sanitaire, parce que du coup, ça convoque ce qu'on appelle le kairos, le rapport au temps. Le rapport au temps d'une personne âgée, et plus encore le rapport au temps d'une personne âgée qui a des troubles cognitifs, c'est un rapport différent, évidemment, de celui qui soigne ou qui accompagne cette personne. Il y a une espèce de paradoxe ou tension à constater qu'on vit dans une société où il faudrait que tout aille de plus en plus vite et que l'on se situe dans un endroit où tout va de moins en moins vite. Et il y a donc une obligation de s'adapter lorsqu'on est un professionnel, voire quand on est un proche, au rythme qui est imposé par la personne âgée. À défaut de s'adapter, on est dans la maltraitance. Vouloir pour autrui peut conduire à une forme de maltraitance. C'est assez paradoxal, mais c'est un enjeu majeur, me semble-t-il, d'être effectivement, et je trouve que ça met en difficulté les établissements aujourd'hui confrontés à des contraintes budgétaires, financières. Comment peut-on s'adapter au temps de celui qui vit dans son lieu de vie pour lui permettre de se reconnaître, de le reconnaître lui-même, d'entrer en communication, en relation, voire de participer à quelque chose qui est une vie sociale, mais qui ne doit pas être pensé comme une transposition de ce que j'entends, moi, comme vie sociale. Il y a quelque chose d'une rupture anthropologique lorsque vos parents, vous prenez la décision
de les sortir de leur lieu de vie et de les mettre dans une institution. Rupture anthropologique parce que historiquement et culturellement, il y avait quelque chose d'un devoir, il y a toujours d'ailleurs quelque chose du devoir des enfants de rendre aux parents ce qu'ils nous ont permis de devenir en leur permettant de terminer leur existence de façon apaisée. Il y a quelque chose de l'ordre d'une rupture anthropologique parce que cet endroit où cette transition se faisait était historiquement le domicile. Sauf que historiquement, le domicile était un lieu intergénérationnel dans lequel pouvait intervenir, historiquement aussi, la figure féminine souvent, qui accompagnait, la fille accompagnait ses parents, enfin, ou quelqu'un de la fratrie beaucoup plus jeune, etc. Il y a eu, alors à la faveur de la sécularisation de notre société, à la faveur du travail des femmes, des changements organisationnels, des bouleversements, on s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, mais des bouleversements, littéralement, je reprends le mot d'anthropologique en un demi-siècle, si bien qu'aujourd'hui, les proches vivent ce temps avec une culpabilité. Bien sûr, ils ne l'expriment pas en tant que culpabilité, mais en tant qu'exigence pour leurs proches, que tout leur soit, que le maximum soit fait pour eux, entre guillemets. Il ne faut pas nier non plus la souffrance des proches dans cette affaire-là, parce qu'il serait facile de dire qu'ils sont, d'avoir un jugement, de glisser vers le jugement de valeur en disant ils ont des exigences qu'ils n'avaient peut-être pas au moment où leurs proches étaient à domicile. Enfin, je caricature probablement, mais le risque est de créer les conditions d'une conflictualité entre des enfants, des soignants et des proches. Et un des enjeux, c'est d'avoir un discours et un travail commun. Parce que chacun intervient à un niveau différent, mais autour de la personne. Et de mon point de vue, probablement c'est insuffisamment pensé et réalisé. Une des missions de l'EHPAD est probablement d'accueillir aussi les proches. C'est pas facile, ça veut dire qu'il faut mettre le décodeur en marche lorsqu'on est un professionnel, parce que ça impose de décoder, par exemple, l'agressivité des proches, ou de décoder une absence de visite des proches, qu'il ne faut pas interpréter trop vite comme une indifférence, mais comme probablement une impossibilité de venir sur ce lieu où les gens éprouvent une forme de culpabilité d'avoir mis leurs parents. C'est pas simple tout cela, et du coup, il y a un enjeu d'interacculturation entre des professionnels, des proches, enfin la famille et la personne à créer, parce qu'il faut quand même être conscient que souvent, ce qui domine, c'est le non-dit, le non-choix, le non-dit. La personne se retrouve là où elle n'aurait pas souhaité aller si on lui avait laissé la liberté de choisir. Le choix n'existe malheureusement pas tant que cela, parce que maintenir quelqu'un à domicile nécessite des moyens qui aujourd'hui sont insuffisants. Et puis, non-dit autour de la fin de la vie. Non dit parce que c'est un sujet tabou, parce que chacun pense que ça va détruire l'autre si l'on en parle. Donc, du coup, il y a une espèce de vide de communication, alors que ce qui est central, c'est probablement cette question-là. Donc, un des enjeux de l'EHPAD, c'est de créer du lien, créer de la communication, à cet endroit où, finalement, les professionnels ne sont pas tant que cela formés, d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça appelle, plutôt que de dire il faut être pour ou contre les EHPAD, ça appelle à mon avis, une refonte totale de ce que signifie et de la place de ces établissements, qui seront toujours nécessaires, même si je pense que l'avenir sera marqué par ce qu'on a appelé dans un avis du Comité consultatif national d'éthique l'EHPAD hors les murs. C'est-à-dire, on peut concevoir tout de même que le maintien dans l'habitat historique habituel doit être possible, moyennant certaines adaptations, et que ceux qui interviennent dans les EHPAD pourraient intervenir dans ces structures, en travaillant, voire en devenant, dans des logiques d'organisation territoriale, des acteurs du maintien dans le domicile, ce domicile étant soit le domicile historique, soit le néo-domicile que représente l'EHPAD. Il y a, à mon avis, un changement fondamental à penser autour de tout cela, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, à repenser ce que l'on fait au sein de ces structures ou organisations, en essayant de se mettre à la place de celui qui
n'a pas tant de pertes qu'on veut bien le dire, mais est tout simplement vieux. Et vieillir, c'est ralentir. Vieillir, c'est le vieillissement normal, qu'il ne faut pas opposer à un vieillissement qui serait anormal, mais le vieillissement physiologique, c'est un ralentissement. C'est-à-dire que les gens comprennent tout, mais il leur faut du temps. Les gens peuvent agir, mais il leur faut du temps. Et ces gens ont cette évolution dans leur rapport au temps, alors même qu'ils sont dans une société qui voudrait qu'il leur serait reconnaissant de comprendre avant même qu'on leur ait dit ce qu'on va leur dire et de réagir avant même qu'on leur ait proposé quelque chose. Il y a quelque chose d'un ingrédient, d'une souffrance et d'une incommunicabilité entre les évolutions d'une société et l'évolution liée à l'âge. Et donc, ces établissements, ces structures et les professionnels qui y travaillent ont une mission d'interacculturation, à mon avis, qui est fondamentale. Je ne sais pas comment il faut les présenter, mais je sais comment il ne faut pas les présenter. À mon sens, il ne faut pas les présenter comme des activités de rééducation, voire de réadaptation. Ça n'est pas cela du tout. Pour moi, ce sont des activités qui doivent être présentées comme étant des activités qui contribuent au maintien en vie et maintien dans le sens de ce que vivre veut dire. On ne vit pas sans relation. Vous savez, ceci a été particulièrement démontré dans le cadre de la crise sanitaire où, dans une visée du bien et dans une politique de santé publique nationale, on a contraint des personnes à ne plus avoir de vie sociale, en quelque sorte. On voit, et on voit encore aujourd'hui, tout le mal que produit la rupture du lien. Et du coup, ces interventions que vous mentionnez, ce sont des interventions qui visent à maintenir le lien, de mon point de vue. Et c'est peut-être ça l'élément principal. Ça passe par le corps, très souvent. Et quand je dis le corps, ça passe probablement par la possibilité de se percevoir soi-même, de percevoir son corps comme étant là, présent, vivant, capable d'afflux sensoriel. Et finalement, c'est ce qui rattache ces interventions, les personnes à la vie. Mais je pense qu'on est bien loin, me semble-t-il, d'une déclinaison de ce que l'on peut faire dans un service de soins de suite ou de réadaptation. Il faudrait qu'il y ait, parce que ce sont parfois les mêmes acteurs à qui on demande de participer à cela, il faudrait qu'il y ait fondamentalement une idée pour repenser ce que soigner veut dire dans un tel contexte, et combien la question de ces interventions non médicamenteuses, la plupart du temps, je pense que c'est à ça que vous faites référence, ont à mon avis, représentent un enjeu majeur chez des personnes qui, si elles n'en bénéficient pas, peuvent se sentir déjà mortes. Ça peut paraître dur ce que je vous dis là, mais je trouve que toucher quelqu'un, le toucher physiquement, le toucher par un regard, par la présence, par le respect, on touche quelqu'un par le respect qu'on lui attribue, par le regard qu'on lui porte, c'est le maintenir en vie. Et vous savez probablement que parfois, à notre corps défendant, je ne veux pas faire de procès d'intention, poussé par une forme de stakhanovisme professionnel, on travaille au contact de ces personnes, mais en n'ayant plus de contact avec elles. On oublie l'objet presque de notre travail qui est la personne, le sujet, celui qui a encore une existence propre, une possibilité, celui qui conserve une autonomie même s'il a une altération de son autonomie. C'est à nous d'aller la chercher, cette autonomie résiduelle, c'est à nous d'aller chercher ces capacités résiduelles de la personne. Ça n'est pas à elle de faire cet effort pour venir, et ça passe de mon point de vue par le corps, ça passe par le toucher, l'écoute, enfin toutes ces questions qui sont beaucoup plus proches d'une communication sensorielle que d'une communication verbale, me semble-t-il.
façon très contemporaine, hein, l'entrée en EHPAD, puisqu'on parle des EHPAD, elle concerne surtout des personnes qui sont en perte, par ailleurs, d'indépendance ou d'autonomie, comme on le disait tout à l'heure. Ces personnes sont bien vivantes. Ces personnes peuvent avoir un avis. Et on met en tension le respect de la liberté de ces personnes, liberté d'aller et venir, liberté de vivre là où on a envie de vivre, et diminuer les risques qu'encourent ces personnes lorsqu'elles sont seules chez elles, par exemple. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui un petit problème avec la gestion du risque, si on peut dire les choses comme ça. Au nom de la limitation des risques pour ces personnes qui se matérialisent souvent par les chutes chez des personnes âgées dont on connaît malheureusement les conséquences très délétères souvent, au nom de la prévention et du risque, on en arrive à être dans une réalité de privation de la liberté de la personne. Il faut donc que cette tension-là, elle soit bien connue, parce que les proches choisissent souvent pour autrui l'institutionnalisation, dans une visée du bien, bien entendu, qui est limiter les risques. Mais le principal intéressé subit ou accepte au mieux cette institutionnalisation parce qu'il veut garder du lien aussi avec ses proches. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose, qu'une communication qui ne se fait pas vraiment. Donc il faut que des mots soient mis autour de tout cela. Et puis, à mon avis, il faut... Alors je reviens avec ce rapport au temps. L'entrée en institution, c'est d'abord une rupture d'avec une vie antérieure, d'avec un environnement antérieur. C'est aller à la rencontre d'un milieu qui peut paraître hostile lorsqu'on y rentre, tout de même. J'ai le souvenir d'une étude que nous avions menée où une personne très âgée nous disait « Vous savez, le problème dans ces structures-là, c'est qu'il n'y a que des vieux. » Elle-même était très âgée, mais on ne se voit pas comme âgé. Et on peut être même choqué par, lors de l'entrée en institution, avec effectivement toutes ces personnes qui présentent ces altérations de leur autonomie, de leur indépendance. Il faut donc être conscient que l'entrée en institution, c'est un moment très choquant pour la personne âgée, c'est une perte majeure d'avec la vie antérieure, et qu'il faut du temps pour que la personne puisse s'adapter à cette nouvelle vie. L'urgence, c'est de prendre son temps à ce moment-là. C'est pas de dire on va vous proposer des activités, est-ce que vous avez écrit vos directives anticipées, que sais-je encore. L'idée, c'est peut-être de dire on sait que ce temps est un temps de crise pour vous. C'est un temps de rupture avec la vie antérieure. C'est un temps de tension avec votre famille. Eh bien, on va prendre le temps d'appréhender collectivement. Et donc, à mon avis, il faut vraiment impliquer beaucoup plus les proches dans ce temps-là, avant que n'émerge la possibilité d'activité proposée à ces personnes, une fois qu'il y a eu une espèce d'adaptation à la perte que subissent ces personnes. Mais il ne faut pas ignorer le traumatisme, le psychotrauma, littéralement, que représente le fait de rompre avec sa vie antérieure pour venir dans une vie qui, quoi qu'on en dise, est une vie qui se déroule dans un lieu qui sera probablement le lieu de la fin de son existence. Il faut quand même être conscient aussi que pour la personne âgée, ça peut paraître évident quand on ne l'est pas âgé, mais c'est l'entrée dans le rapport avec sa propre finitude. On passe une vie à éviter de penser à la question de sa fin de vie et de sa mort, on s'adapte, etc. Et cette rupture-là, elle a confrontation directe avec la fin de la vie. Et ça ne peut pas être facile. Ça a besoin d'être accompagné. Il faudrait mettre des mots là-dessus. Certaines études que nous avons menées montrent combien on évite de parler de ce qui pourtant obsède littéralement les personnes. La question de la mort, la question de la fin de la vie. Et il faudrait qu'on puisse, avec délicatesse bien sûr, mesure, tact, aborder ces questions-là qui seraient de nature à diminuer l'angoisse de ces personnes. Mais voyez, ça fait un travail préalable avant de proposer quoi que ce soit qui m'apparaît être totalement escamoté, souvent. Je pense qu'on est dans un mécanisme de déni du traumatisme que représente l'institutionnalisation, dans la plupart des cas. Il y a des personnes qui choisissent l'entrée en EHPAD. Je ne parle pas de celles-ci. Je parle des 70 à 80% qui acceptent, subissent, voire ils sont contraints.
Vous voyez un petit peu toute cette crise qu'il faut traverser, dont certains ne se remettent pas. Parce que je ne suis pas sûr que nous prenions la mesure de la souffrance, de la crise, de la détresse que traversent ces personnes à ce moment-là. Alors il faut les respecter. C'est pas la peine d'en rajouter en parlant. Il faut laisser le temps, être présent, être pas loin des personnes, savoir parler mais avec parcimonie, justesse, respect, savoir respecter le silence qui est absolument nécessaire pour que ces personnes amortissent en quelque sorte ce choc de l'institutionnalisation. Et puis il y a ce qu'on appelle ensuite, on le fait souvent concomitamment, mais ensuite il y a l'idée de faire un projet de vie, qui est en réalité un projet de fin de vie avec ces personnes. C'est à ce moment-là qu'on va construire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on va s'appuyer sur la biographie de la personne, sur son histoire, sur sa particularité, sa singularité, sur ce que l'on a appris d'elle depuis qu'elle est entrée. C'est à ce moment-là qu'on va essayer de voir, de percevoir les capacités restantes qui n'étaient pas forcément visibles chez cette personne qui était plutôt renfermée sur elle-même. C'est à ce moment-là que va apparaître la possibilité de proposer des actions pour cette personne. Mais vous voyez, la temporalité, elle n'est pas... Quand quelqu'un rentre en EHPAD, il faut qu'on écrive son projet de vie. On en est loin. Proposer quelque chose qui serait valable pour tous, c'est à jeter. L'idée d'adapter une activité physique, par exemple, à ces personnes est une bonne idée si elle s'inscrit dans une relation qui aura été créée. Et la façon de créer une relation, c'est de ne pas partir de zéro. C'est qui est cette personne avec qui on interagit? Quelle est son histoire? Connaître la biographie des personnes, avoir une approche systémique. Qui est cette personne? D'où vient-elle? Vous voyez, par exemple, tout ce qu'on appelle les génosociogrammes, tout ce qui relie encore cette personne à son histoire, l'histoire nous renseignant sur ce que la personne n'étant pas que du passé, mais aussi à son environnement, à ses liens, dont on ne peut pas préjuger avec une famille, etc. Connaître cela avant d'entrer en relation avec quelqu'un, c'est faciliter l'entrée en relation. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle la création d'une relation de confiance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, via le respect, permet à la personne de se laisser aller à autrui. Et c'est le moment où on peut, à mon avis, et seulement à ce moment-là, intervenir, quelle que soit l'intervention. Mais vous voyez un peu comment ce rapport au temps il est complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'on est loin du compte d'une idée un peu, tiens, de telle heure à telle heure, il y a activité physique, quoi. Hein. Alors, je le répète, hein, je pense qu'il ne faut surtout pas présenter tout de suite des activités. Lorsque quelqu'un entre dans une institution ou un EHPAD. Je pense qu'il faut que les professionnels, les proches, soient sollicités comme des acteurs de ces activités, et pas simplement comme ne pas présenter cette offre comme une prestation de service. On est loin de cela. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose de l'interaction, parce qu'une intervention, elle peut se poursuivre. Elle peut se poursuivre aussi. Des proches, des professionnels de l'EHPAD savent de quoi il s'agit, peuvent continuer à interagir avec les personnes sur le mode de ce qui leur a été montré, voire enseigné. Et puis je trouve que, moi j'ajoute quelque chose à ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, mais ces interventions, elles doivent aussi être une occasion un peu inédite de dynamique intergénérationnelle. Il y a quelque chose d'assez surprenant à considérer que l'on a cru que mettre des personnes âgées uniquement entre elles, ça pourrait produire quelque chose qui serait créatif, etc.
On est allé assez loin dans un avis du Comité consultatif national d'éthique comparant les EHPAD à des ghettos, au sens où on y concentre les personnes qui ont la même problématique. On peut lutter contre cela. On peut introduire une dynamique intergénérationnelle autour de ces activités-là, parce qu'il y a l'activité elle-même, mais il y a qui l'amène, cette activité, comment elle est présentée, comment elle est poursuivie en dehors du moment où l'intervenant l'introduit. Et il y a quelque chose à penser d'un éveil à autrui. Ça peut être comment dirais-je, un alibi, j'espère ne pas être réducteur en disant cela, mais un alibi pour que la personne s'ouvre à elle-même et à autrui, tout cela. L'enjeu, là, on le répète, on se l'est déjà dit, hein, c'est pas la rééducation, c'est pas que les gens gagnent, c'est que les gens ne perdent pas trop, voire que les gens retrouvent des capacités qui étaient en sommeil, en hibernation. Et pour ça, à mon avis, il faut le voir comme, en passant par le corps, comme une intervention d'interaction sociale. Cela n'engage que moi, bien entendu, mais je crois qu'on ne pourra pas échapper dans les années qui viennent à penser des programmes de formation interdisciplinaires, où l'acteur principal de la formation, ça peut être la personne âgée. En tout cas, autour d'une personne, ou de quelques personnes, on peut imaginer une réflexion sur ce que peut vouloir dire un programme d'intervention, s'il est pensé en même temps et par différentes personnes qui ont une vision différente du même sujet, si on peut dire les choses comme ça. Et je trouve que c'est le moyen, pour moi, d'apprendre à travailler ensemble, en apprenant ensemble, pour que chacun ne voit pas dans cette intervention uniquement la partie émergée de l'iceberg, entre guillemets. Comprendre les ressorts profonds qu'il y a dans une intervention autour du corps, et de la fonction et du mouvement. Comprendre qu'on va beaucoup plus loin qu'une dimension du mouvement de la personne, mais une dimension de l'existence à soi, de la prise de conscience que l'on n'est pas mort, qu'une partie de son corps est capable d'éprouver, de répondre, et que cela est un mode, de mon point de vue, d'interaction sociale et de communication qu'il s'agira, à mon avis, ensuite d'analyser pour pouvoir aller plus loin avec les personnes. Mais ça nécessite des programmes, enfin, d'inventer des programmes éducatifs, un peu à l'instar de l'éducation thérapeutique, par exemple, où l'acteur principal est au cœur de l'éducation. Et on ne décide pas pour lui, on décide ou on oriente avec lui et avec les proches, puisque les acteurs sont ce duo, si je peux dire les choses comme ça, entre la famille et le résident. Et de mon point de vue, mais c'est une révolution un peu dans la conception même de la formation, hein. C'est logique, interapprenante, où par exemple le professionnel se rend compte qu'il y a plein de choses que c'est le principal intéressé et qu'il n'avait pas accès à ce savoir s'il ne l'avait pas demandé. Il faut considérer par exemple un résident comme détenteur d'un savoir profane extrêmement important. Il faut considérer que les proches ne sont pas uniquement des gens qui surveillent ce que des professionnels font, mais aussi des gens qui savent, qui connaissent le milieu, qui connaissent l'histoire. Et inversement, eh bien, s'il y a ce travail conjoint, la famille comprendra que s'agissant d'un collectif, d'un lieu collectif, tout ce qui est individuel ne peut pas se faire exclusivement. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire pour un individu particulier, mais dans un environnement où il y a d'autres personnes. Donc tout cela permet des adaptations à une réalité singulière et de mon point de vue, c'est ce type de formation, action en quelque sorte, permanente qu'il faut promouvoir à l'avenir.